médecine. Événement que le Technion France co-organise avec l'Institut G9+, et le G24, représenté par Jean-François Perret, Éric Nizard et le président Didier Carré, qui dira un mot, bonsoir, en fin de session. Michel Jury, que je remercie. Je tiens à remercier très chaleureusement nos parrains de l'événement, les laboratoires Servier et le multifamily office Yaroc Capital. Également l'équipe du Technion France, Askia et Lisa, les étudiants du Board of Students, Noah, Claire et Daniel, Ariel Cohen-Codard, Data Scientist chez McKinsey, qui a co-organisé l'événement avec nous. Merci au SPCJ ainsi qu'au Salon des Arts et Métiers de nous accueillir, et à Marie et Aurélie de la captation. Merci donc à tous nos intervenants à cette table IA et médecine de précision, et à notre modérateur Fabien Guèze, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir dans son émission Check-up Santé la semaine dernière sur BFM Business, et qui va dans un instant vous les présenter. Merci à vous dans la salle, aussi nombreux, d'avoir répondu présent. Je tiens également à remercier Jacques Lévinaire, président du Technion France, et les membres du comité directeur. Merci donc à tous nos intervenants à cette table IA et médecine de précision, et à notre modérateur Fabien Guèze, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir dans son émission Check-up Santé la semaine dernière sur BFM Business, et qui va dans un instant vous les présenter. Merci à vous dans la salle, aussi nombreux, d'avoir répondu présent. Je tiens également à remercier Jacques Lévinaire, président du Technion France, et les membres du comité directeur. Je vous signale que vous aurez la possibilité d'échanger donc avec les startups que nous avons invitées, Colibri, Avatar Médical, Qubit et Oracle, qui tiennent des stands et qui seront présents donc pendant le cocktail à l'issue des tables rondes. Alors pour préparer mon introduction à cette table ronde, j'ai choisi d'interroger un expert en IA. Et je vous retranscris ici notre échange. Comment vois-tu l'avenir de l'intelligence artificielle en santé et en particulier de la médecine de précision? Voici sa réponse. Il est prometteur. L'IA peut être utilisée pour améliorer la précision des diagnostics, optimiser les traitements et les protocoles de soins et faciliter la recherche médicale. De plus, elle peut aider à gérer les données de santé volumineuses, à améliorer l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Cependant, il est important de s'assurer que l'IA est utilisée de manière éthique et responsable et que ses bénéfices sont répartis de manière équitable. La médecine de précision est un domaine en constante évolution qui utilise des technologies d'IA. L'IA peut analyser les données médicales, y compris des images médicales, des dossiers de patients et des résultats de laboratoire, pour aider les médecins à prendre des décisions plus informées et plus précises. En outre, l'IA peut également être utilisée pour développer des outils de dépistage et des algorithmes pour identifier les maladies plus tôt et améliorer les taux de survie. En somme, l'IA et la médecine de précision ont le potentiel de révolutionner la pratique médicale en améliorant les soins pour les patients et en augmentant l'efficacité des systèmes de santé. Vous l'aurez compris, mon interlocuteur n'est autre que ChatGPT. Ce petit clin d'œil pour vous faire de nouveau la démonstration des capacités impressionnantes de l'intelligence artificielle, ici dans le domaine linguistique, mais en réalité dans tous les domaines et en particulier en santé. Il se trouve que le Technion est classé numéro 1 en Europe en intelligence artificielle. Le Technion, Israel Institute of Technology, est une université de recherche de renom qui se concentre sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Il est considéré comme l'une des principales universités de recherche en Israël et l'une des meilleures universités en sciences dans le monde. Il propose des programmes dans une variété de domaines, notamment les mathématiques, l'ingénierie, la médecine, l'architecture, la biotechnologie, la chimie. Le Technion France, que je dirige, est une filiale du Technion chargée de développer et de promouvoir les relations entre le Technion et le monde académique et les entreprises en France. Il est présidé par Jacques Lévinaire. Il favorise la mise en place de partenariats stratégiques et de projets de coopération. Le Technion France travaille en étroite collaboration avec le Technion en Israël pour soutenir la recherche
et l'innovation dans les domaines de la science, de la technologie et de l'ingénierie. Le plan stratégique du Technion s'articule autour de 3 piliers essentiels: le développement durable, la santé humaine et l'industrie numérique. La priorité est donnée à ces grands domaines dans toute l'université, dans les initiatives de recherche, dans les salles de classe et dans les partenariats avec l'industrie et le gouvernement. La santé humaine est l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée au XXIe siècle. Pour tâcher d'y répondre, le Technion a lancé Technion Human Health Initiative, programme de recherche multidisciplinaire qui vise à améliorer la santé et le bien-être de l'homme grâce à une recherche de pointe dans les domaines de la médecine, de la biotechnologie et de l'ingénierie. Le programme rassemble des chercheurs de différents départements du Technion, dont la médecine, la biologie, la chimie, la physique, l'informatique, pour travailler sur des projets susceptibles d'avoir un impact significatif sur la santé humaine. Parmi les domaines de recherche sur lesquels se concentre le programme, citons la médecine personnalisée, la médecine régénérative, la recherche sur le cancer, les neurosciences et les dispositifs et technologies médicaux. Le programme vise également à encourager les collaborations entre les chercheurs du Technion et d'autres institutions, ainsi qu'avec des partenaires industriels. Dans ce cadre-là, notons que le Technion vient de signer un accord cadre avec Pfizer en vue de favoriser les percées scientifiques à l'interface entre l'IA et le développement de médicaments. Cette initiative multidisciplinaire encouragera la transformation des découvertes de la recherche sur la santé en applications et produits au service du système de santé. L'idée est de réunir des chercheurs de toutes les facultés pour construire un pont entre la médecine et les sciences de la vie, les sciences exactes, les sciences des données et le design. Le nouveau centre conjoint pour l'intelligence artificielle dans les soins de santé, Terra, que dirige le professeur Joachim Béard, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, qui vient d'Israël, fait partie de cette initiative. Il s'agit d'un partenariat entre le Technion et le Rambam Health Campus, qui marquera une révolution dans la prise de décision médicale. Premier centre hospitalo-universitaire conjoint en Israël, et l'un des premiers au monde à développer des systèmes d'intelligence artificielle avancés pour analyser l'état des patients. La relation étroite entre le Technion et Rambam s'inscrit dans le cadre de la politique générale d'approfondissement et d'élargissement des collaborations entre l'université et d'autres acteurs clés en Israël, tant dans le secteur public que privé. Terra vise à faire progresser le développement et l'utilisation de l'IA en médecine. L'initiative rassemble des experts de différents domaines, dont la médecine, l'informatique, l'ingénierie, la physique, pour travailler sur des projets susceptibles d'améliorer le diagnostic. Joachim va vous présenter le centre dans un instant. Je laisse donc Fabien Guèze nous présenter nos brillants intervenants. Fabien, c'est à vous. Merci. Je dirige, j'anime l'émission Check-up Santé sur BFM Business depuis déjà 11 ans. Donc si vous avez des idées, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me contacter et je vous inviterai avec plaisir. Voilà, donc on a 5 brillants intervenants, vraiment des grosses têtes qui me font passer pour un bac -3 malgré mes études. Voilà, merci à Emmanuel Macri qui m'a piqué un petit peu mon intro, à Alain Toledano qui a tombé la soirée quand même, merci Alain. Voilà, donc juste un petit mot sur... C'est vrai que la médecine a toujours utilisé les progrès technologiques, en particulier l'intelligence artificielle, qui a fait une entrée ces dernières années vraiment fulgurante dans le monde de la santé pour détecter, pour prédire, pour prévenir, pour diagnostiquer, pour gérer de nombreuses affections. Il y a partout, en imagerie, en robotique, dans les objets connectés, et surtout, évidemment, en recherche. On sait qu'avec l'allongement, Emmanuel l'a dit, de la durée de vie, les maladies chroniques seront responsables de 80% de la mortalité globale. On a un rapport de McKinsey qui dit que l'IA pourrait faire économiser 150 à 200 milliards de dollars d'économies par an pour le secteur de la santé. D'ailleurs, le financement pour l'IA a augmenté de façon exponentielle, plus 134% en 2021. Voilà, sans plus attendre, on va démarrer donc cette table ronde. Barbara Bocobza, bonjour. Bonjour. Agathe Arlotti, bonjour. Alban Haro, bonjour. Qui nous reste? Maximilien Lévesque, bonjour. Et qui a j'oublie évidemment la vedette, c'est Joachim Béard. On va commencer par toi. J'ai eu le plaisir d'inviter la semaine dernière, mais je l'ai vu en visio de Haïfa.
suis un peu déçu en chair et en os. Parce qu'il vient des 90 quand il était tout près de la caméra. Je crois que tu vas commencer par... alors, quand même, je vais te représenter. Donc, tu es professeur à la faculté d'ingénierie biomédicale du Ternion. Je pense que tu as été le plus jeune professeur, hein, c'est ça, du Ternion. On est d'accord? On démarre. Bah, c'est déjà pas mal. Tu es responsable du laboratoire en intelligence artificielle en médecine et directeur de Terra. Tu es passé par Saint-Étienne, tu es passé par Oxford et maintenant IFA. Est-ce que tu suis les équipes de foot ou tu te déplaces en fonction de... Tu es bientôt bac à Tel Aviv, tu vas déménager? Coïncidence, il n'y a pas de lien causal. Une coïncidence. Bon, on va te laisser démarrer ta présentation. Merci Fabien. Laptop les cool crème. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et un grand merci à l'équipe du Ternia de France, Valérie, Saskia, Lisa et les co-organisateurs de cet événement pour leur invitation et leur succès à rassembler tant de personnes d'horizons différents et avec un intérêt pour la médecine et les technologies pour la médecine. Merci à mes parents et à ma femme qui sont là ce soir et qui m'ont fait le plaisir de venir. Je crois pour la première fois à un de mes séminaires. Donc merci d'être ici ce soir. Puisqu'au-delà de l'intérêt scientifique assez évident, elle réunit ma douce France, belle France, cher pays de mon enfance, que j'ai grandi, plus spécifiquement dans la région de grenobloise, à Grenoble. Et bien sûr Israël, mon pays d'accueil depuis 7 ans, et qui incarne ce renouveau du peuple d'Israël sur sa terre. Au-delà de cet aspect authentique que vous trouverez en Israël, c'est une photo prise dans la vieille cité de David, dans un photoshoot que j'ai fait il y a une dizaine de jours. Je trouve en Israël aussi une société qui est high-tech, technologique, au sein duquel le Ternion contribue de manière essentielle avec la formation d'étudiants, de chercheurs et des innovations technologiques qui sortent de l'université. Et ceci incluant bien l'IA pour la médecine. Alors sans transition, comme dirait l'autre, beaucoup de données physiologiques sont enregistrées en médecine, en pratique clinique, mais peu de ces données sont effectivement utilisées. Puisque le plus souvent, le praticien se concentrera sur certaines valeurs moyennes, la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence respiratoire moyenne, alors que les données brutes sous-jacentes, qui sont enregistrées par les différents capteurs, techniques d'imagerie, eh bien, sont potentiellement beaucoup plus riches en termes d'informations qu'elles contiennent sur le patient. En d'autres termes, nous utilisons très probablement la partie immergée de l'iceberg dans la pratique clinique actuelle. De la même manière, les montres digitales, dont vous connaissez certaines versions de ces montres depuis quelques années déjà, sont innovatrices et sont capables de mesurer certains paramètres vitaux. Alors si je vous pose la question depuis quand pouvez-vous dater ce type de technologie wearable, ces montres qui disent 5 ans, plus, qui disent 10 ans, vous pouvez lever la main, 10 ans, ouais. 15 ans, 15 ans, 20 ans, ah, on a encore quelques personnes, 30 ans, ah, on a une personne, c'est le winner. Alors, eh bien, certaines recherches, peut-être qu'il y en a d'autres antécédents, mais elles existent depuis les années 80. Alors, ce qui limite l'usage, et c'est mon biais bien sûr personnel, c'est l'usage donc plus riche de ces données, de ces capteurs portatifs. Eh bien, c'est le manque d'algorithmes intelligents qui soient robustes, c'est-à-dire avec une haute performance et qui généralisent à des populations sur lesquelles elles n'ont pas été entraînées. Et c'est ce sur quoi nous travaillons au laboratoire, au Ternion, dans le cadre du diagnostic et de l'analyse des données non structurées, typiquement les séries temporelles, mais aussi l'imagerie médicale. Vous avez quelques photos qui illustrent un petit peu les personnes, les étudiants du laboratoire, à peu près la moitié sont francophones.
Pour les projets spécifiques qui nous intéressent, donc nous avons 3 piliers actuellement de recherche au laboratoire. Le premier sur l'analyse de photos de la rétine. L'idée générale est où on étudie, donc on veut étudier à partir des photos de la rétine les maladies cardiovasculaires. L'idée générale est que l'œil est la seule partie ouverte du corps qui nous permet d'accéder directement, de manière non invasive et sans imagerie médicale plus lourde, à la vascularisation. Et donc, si nous pouvons segmenter ces vaisseaux sanguins, artères, veines, et construire un certain nombre de biomarqueurs digitaux qui décrivent leur distribution spatiale dans la rétine, et associer éventuellement donc, ces biomarqueurs avec certaines maladies, on pourrait arriver un jour à faire du diagnostic cardiovasculaire à partir de votre œil. Comme le disait mon collègue Ethan Blumenthal, ophtalmologiste à Rambam, un jour, bientôt, on va diagnostiquer le cardio avec l'ophtalmo et l'ophtalmo avec les enregistrements du cœur. C'était un peu l'ironie de sa remarque, mais il y a quelque chose de vrai dans cette assertion. Le deuxième projet est en cardio plus traditionnel. On analyse des données d'électrocardiographie, ECG, et pour le diagnostic donc, de maladies de manière automatique, de maladies cardiaques, et leur prédiction de risque. C'est-à-dire sur des enregistrements qui ont été faits et sur lesquels le médecin a dit que l'arythmie n'était pas présente, en l'occurrence la fibrillation auriculaire, entraîner des algorithmes de machine learning d'IA à prédire si le patient allait la développer, cette fibrillation auriculaire, d'ici 5 ans. Et on a montré sur une base d'1 million d'enregistrements d'ECG, non structurés, 400 000 patients, que nous arrivions à faire cela avec une performance de plus de 90%. Encore une fois, l'intuition ici est qu'il y a certains motifs structurels sont déjà présentes dans les données médicales, même si au niveau des guidelines de diagnostic clinique, le patient serait jugé sans la fibrillation auriculaire au moment où il a fait cet examen. Le dernier projet est dans le domaine du sommeil. Nous nous intéressons au diagnostic de maladies du sommeil, telles que l'apnée du sommeil, ceux qui connaissent cette condition. Nous avons développé des algorithmes sur à peu près 100 000 heures de données patients, 15 000 patients, et nous commencerons les tests prospectifs en clinique ce mois-ci en Israël, et aussi à chercher des fonds pour établir une start-up dans ce domaine. Outre le diagnostic de l'apnée du sommeil, nous nous intéressons énormément à diagnostiquer ou à étudier des maladies qui ne sont pas propres au sommeil pendant le sommeil, puisqu'effectivement, la plupart du temps, nous allons faire nos examens quand on est éveillé. Maintenant, la physiologie étant différente pendant le sommeil, nous nous sommes posé la question, comment telle ou telle autre maladie se manifeste pendant le sommeil? Peut-on l'étudier pendant le sommeil? Peut-on la diagnostiquer pendant le sommeil? Peut-on traiter éventuellement pendant le sommeil? Sans transition, donc ça c'est pour ma première casquette, notre laboratoire qui a à peu près 15 étudiants doctorants, master, postdoc et ingénieurs de recherche. Donc mon équipe a proprement parlé, avec ses collaborateurs, qui incluent en France l'INSERM et l'École Polytechnique, avec qui je travaille beaucoup. J'ai une deuxième casquette qui est donc celle de Terra. Donc Terra, c'est effectivement la joint venture entre le Technion et l'hôpital Rambam, qui est le grand hôpital tant en nombre de lits, mais aussi en termes d'output de recherche du nord d'Israël. Nous avons établi cette joint venture pour pouvoir partir de l'idée de l'accès à la data jusqu'au déploiement prospectif des modèles. Puisque en tant que chercheur d'IA, nous avons souvent des problèmes à accéder aux données. Ça, c'est une partie des challenges que Terra facilite. Et la deuxième autre partie, aussi importante, voire plus même, c'est la validation des modèles prospectifs, puisqu'effectivement, 95% des études publiées sur l'IA utilisent des données rétrospectives et ne sont jamais démontrées de manière prospective, qui est le seul et vrai test, si on suit mon opinion.
Donc ce centre part de l'idée de la collecte de données, ou l'accès aux données rétrospectives, leur curation, le développement de modèles de machine learning et leur déploiement en clinique. On a établi ce centre il y a 1 an. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées depuis. L'inauguration été un événement avec à peu près 250 personnes, un événement national. 50 étudiants ont participé à une compétition, à un datathon. Ils ont travaillé sur des données de l'hôpital, des vraies données médicales, pendant 2 jours. Et puis depuis, nous avons recruté des gens, établi un premier space intégré dans l'hôpital, et nous avons ouvert maintenant à de nouveaux projets, une bourse d'études pour de nouveaux projets, 4 nouveaux projets qui démarreront dans les jours. J'avais mis un petit film, mais je crois que ça ne marche pas, alors je vais le passer. La perspective, c'est d'ici 2 ans de placer notre centre au sein de la Discovery Tower du Rambam, donc d'avoir des locaux à proprement parler dans cette tower et d'être intégré complètement dans l'hôpital avec nos collègues. Voilà, c'est pour ce qui me concerne, et je vous remercie encore une fois de l'invitation et de l'opportunité de présenter le labo ETH. Alors Joachim, tu n'es pas médecin? Je suis pas médecin. Personne n'est parfait. Et justement, ça illustre bien la complémentarité entre le Terra, ça illustre bien la complémentarité entre la science, la recherche fondamentale, et la clinique, comme on dit en anglais, from bench to bed. Donc l'idée, c'est ça, l'idée de Terra, l'objectif, c'est de concilier un petit peu la clinique avec la recherche fondamentale. Exactement. C'est-à-dire vraiment d'arriver à construire une communauté de scientifiques et médecins qui travaillent ensemble, qui parlent, et qui parlent un même langage qu'il faut construire, qui se construit au fur et à mesure. On a des séminaires 1 fois par mois qui unissent de nombreux médecins qui y participent, et des ingénieurs, des data scientists, et on utilise cette plateforme pour créer une communauté professionnelle qui s'intéresse à ces questions de l'IA en médecine, le développement, l'accès à la data, le déploiement, la perception du médecin, du patient, toutes ces problématiques qui sont aussi importantes les unes que les autres. Comme disait Emmanuel Macri, au service du patient. Alors on va donner la parole à Barbara Bocobza, tu es radiologue à Paris, dans un tout petit centre, 60 radiologues, 300 personnes, magnifique. Et Barbara est spécialiste aussi du cancer du sein, de la détection par mammographie, et il paraît que ton groupe Excellence Imagerie réalise 10% des mammographies de Paris. Alors, oui, c'est surtout... Alors, on est 3 cabinets effectivement de radiologie qui se sont regroupés il y a à peu près 3 ans, formés... Allô. Oui, donc on est 3 cabinets de radiologie qui se sont regroupés il y a 3 ans. Donc moi, je travaille au CSE, qui est un cabinet qui réalise effectivement plus de 35 000 mammographies par an, avec 2500 biopsies du sein. Et il y a 3 ans, on s'est regroupé avec d'autres cabinets de radiologie pour former Excellence Imagerie, qui regroupe à peu près 60 radiologues qui exercent par spécialité d'organes. Donc moi, je suis effectivement spécialisée dans la détection et la prise en charge le dépistage des cancers du sein et de la radiologie interventionnelle, des micro- et des macrobiopsies. Donc tu as des slides à nous proposer? Oui, alors... Combien 5. C'est limité, ce qui est dur quand même pour moi, vu qu'on fait quand même de l'imagerie. Voilà, alors l'histoire du CSE et de l'intelligence artificielle, elle remonte à plus de 20 ans en réalité. Ça fait 20 ans qu'on pratique de l'intelligence artificielle. Au début, on ne le savait pas, on appelait ça le CAD, détection automatique des cancers. Alors, je vais vous donner l'exemple d'abord de la mammographie, pour lequel l'intelligence artificielle est bien rodée depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'au début, on s'amusait un petit peu à faire de la détection des cancers. Donc, il était très sensible, il voyait un peu tout. Et puis, c'est vrai qu'en 2016, il y a eu une percée fulgurante des algorithmes, et à proprement dit de l'intelligence artificielle, donc qui a vraiment pénétré notre quotidien.
Et depuis 2016, donc, on collabore à plusieurs projets d'intelligence artificielle, et notamment dans le sein, avec une solution qui est américaine au départ, et pour lequel on a collaboré, annoté, travaillé, comparé avec les données histologiques. Et on a également travaillé avec une solution qui évalue le risque personnalisé de chaque patiente à 2 ans. C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui nous permet aussi de faire de la médecine prédictive. Voilà. Donc la première chose, nous, quand on fait une mammographie, on ne va pas regarder d'abord les images, on va d'abord regarder ce tableau d'intelligence artificielle que vous voyez. On va d'abord étudier le premier score que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le K-score, c'est le score global, c'est le pourcentage algorithmique de malignité des lésions détectées par l'algorithme. Là, en l'occurrence, il est à 7%. Entre 0 et 20%, c'est un risque qui est très faible de cancer du sein, donc on est un petit peu rassuré. Entre 20 et 40%, on commence, il y a un risque faible, donc on est quand même, on va quand même aller regarder de plus près. À plus de 40%, on est quand même en état d'alerte. Donc là, on sait qu'il va falloir chercher quelque chose. Et voilà. Après, deuxième score d'intelligence artificielle, c'est la densité mammaire. Là, vous voyez un D. La densité mammaire, vous savez que 40% des femmes ont des seins denses, c'est-à-dire tout blanc sur la mammographie, parce qu'ils sont riches en glandes et en fibres. Et ce sont des lésions qui sont un petit peu plus difficiles à détecter sur ce type de sein. Donc pour nous, c'est important d'avoir une mesure automatisée. Quel que soit l'âge. Oui, c'est un type de sein, mais après, forcément, il y a les composantes d'âge, antécédents qui rentrent en jeu, mais on a remarqué que celles qui avaient des seins denses faisaient plus de cancer que les autres. Et le dernier risque qui est très intéressant, c'est le risque individuel de la patiente de développer un cancer dans les 2 ans par rapport à la population générale. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment de la médecine prédictive et on essaye de limiter les cancers d'intervalle avec ce score. Donc voilà, nous on a pris le parti dans nos cabinets d'afficher d'abord pour tous les radiologues d'abord ce score d'intelligence artificielle. Parce qu'après, dans notre pratique, ça nous permet d'abord d'avoir une confiance diagnostique qui est plus intéressante. Ça nous permet de prioriser aussi les examens normaux. C'est sûr que quand on va avoir un score d'intelligence artificielle bas avec des seins denses, avec des seins volumineux, on va être rassuré, on va aller faire l'échographie, mais on va être quand même assuré qu'il n'y a quand même pas de cancer, surtout si elle est dans un risque dans la population générale. Donc voilà. Alors je vais vous montrer le cas d'une mammographie. Ah non, ça va trop vite ça. Voilà. Donc c'est une mammographie qui a priori a des seins assez graisseux, assez faciles à lire. Bon, on pourrait se dire en première intention, je lis, je ne vois pas grand-chose. Par contre, on va donc mettre en application l'intelligence artificielle qui va nous pointer. Alors, c'est un petit peu rapide, mais qui va nous pointer 2 zones. Donc, une zone d'opacité qui va avoir un score à 36% de malignité, et puis une deuxième lésion à côté qui sont des foyers de calcification. En général, ce qu'on peut détecter, c'est ces 2 pathologies, sont les calcifications ou des opacités. Et donc, on va aller faire l'échographie de façon très ciblée dans la profondeur du sein pour aller repérer effectivement cette opacité et on va voir que c'est une petite anomalie sur l'échographie, on va faire la biopsie, c'est un cancer. La deuxième anomalie, c'était des calcifications pour lesquelles on va aller faire des clichés agrandis, donc on va approfondir. On va également faire des biopsies sur ces calcifications qui vont être bénignes. Donc là, tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est quand même aussi de nous aider à détecter des lésions subtiles qui pourraient passer parfois, échapper à la vigilance des radiologues parce qu'on a beaucoup de facteurs de déconcentration dans la journée. On a beaucoup d'images à lire toute la journée, en moyenne une image par toutes les 4 secondes. Alors on a besoin d'aide et l'intelligence artificielle est une aide précieuse. C'est un vrai filet de sécurité pour nous. Et avec quelle efficacité, quelle fiabilité, quelle sensibilité?
Alors ça augmente d'un peu plus de 8% en général la sensibilité et la spécificité. Donc on a un gain, on a une aide. Donc déjà qu'on n'est pas à 100% de détection sur une mammographie, on est à peu près à 60-65% sur une mammographie seule. Quand on rajoute l'échographie, on va passer à plus de 90%. On va rajouter la 3D, on va augmenter encore ce score. Alors en plus avec l'intelligence artificielle, on est bien augmenté. Donc voilà, d'où le terme de radiologue augmenté. Qui s'explique. Alors après, on a plusieurs modalités, hein, on n'a pas que la mammographie, donc l'intelligence artificielle, elle s'applique à la radiographie standard hein, pour la détection des fractures, donc je vais passer à la prochaine slide. Ah oui, alors non, excusez-moi, j'ai oublié quand même de vous montrer ce tableau qui est intéressant dans le cas que je vous ai montré, c'était d'analyser les antériorités, vous voyez, depuis 2014, on fait quand même l'intelligence artificielle, donc ça date un peu, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2016, le risque commençait déjà à augmenter. Et c'était à ce moment-là qu'il aurait peut-être fallu faire de la médecine un petit peu plus personnalisée et de dire à cette patiente, vous revenez dans 6 mois, 1 an, ou alors on va faire une IRM parce que le risque augmente tout doucement. Donc c'est là où on va commencer à faire vraiment du prédictif et de la santé, enfin de la médecine personnalisée. Voilà. Donc après, voilà, donc ça, là, on a plusieurs algorithmes dans plusieurs modalités. Là, c'est la radiographie standard, c'est pour détecter des fractures ou en radiographie de thorax. Voilà, donc c'est assez pratique. Là, c'est un cas subtil de fracture qu'on ne voit pas très bien sur une radio normale et l'intelligence artificielle va voir effectivement cette fracture un peu subtile. C'est assez pratique plutôt dans les systèmes, enfin dans les hôpitaux, aux urgences pour des internes qui ne sont pas forcément de spécialité. C'est très pratique et ça permet de gagner du temps aussi sur la lecture de ces radios. Alors, troisième exemple, donc là c'est en IRM, on a appréhendé il y a 4 ans un algorithme qui est intéressant et qui va nous donner une volumétrie cérébrale. Et ça, c'est important dans les types de démence, parce qu'on sait qu'il y a des démences, surtout la maladie d'Alzheimer, ou les démences frontotemporales, qui ont des atrophies un petit peu particulières. Et donc, en une seule coupe 3D que vous pouvez voir ici, il va nous segmenter l'atrophie qui va être en rouge, donc il va apprécier, quantifier de façon reproductible la mesure de la volumétrie cérébrale. Ça va nous permettre de suivre longitudinalement les patients avec ou sans traitement. Éventuellement, si jamais un jour on trouve un traitement pour Alzheimer, on pourra le tester et ça peut parfois peut-être faciliter l'accès, la mise sur le marché de certaines thérapeutiques. Voilà, et c'est très intéressant. Après, voilà, prochaine slide, c'était pour la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, ces petites zones là dans la maladie d'Alzheimer sont souvent atrophiques. C'est difficile pour un radiologue de le quantifier. Avec un score qui peut le quantifier, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, donc l'intelligence artificielle nous permet vraiment une aide dans les mesures, dans la quantification, dans la progression des maladies. On s'en sert beaucoup depuis le Covid en thorax, où ça fait une percée aussi fulgurante. La détection des nodules pulmonaires, de l'emphysème, bien évidemment des lésions de Covid, c'est très très pratique. Et dernier exemple, et je ne vous embêterai pas plus, donc là c'est un scanner, scanner qui est reconstruit. Alors on va mettre l'animation vidéo. Ça marche pas? Bon. Dommage, c'était une coloscopie virtuelle, hein, où on voit, bon là non, du tout. Voilà, donc normalement on devait un petit peu se balader à l'intérieur dans les méandres du côlon et l'intelligence artificielle nous pointe de façon systématique les polypes, les mesures, nous donne les rapports anatomiques et ça c'est très pratique également en pré-chirurgical. Enfin, voilà, donc l'intelligence artificielle elle est partout dans notre métier. Voilà, je pourrais en parler pendant longtemps, mais on va... On a beaucoup parlé d'imagerie multimodale, c'est-à-dire associer plusieurs types d'imagerie, l'écho, la radio, les scans, etc., pour améliorer la précision. Est-ce que, je sais que tu parles de radiomix, oui. Une véritable carte d'identité. Alors, les radiomix, c'est un petit peu le futur de l'imagerie médicale. C'est une extraction, on va dire, quantitative et qualitative de l'image, avec des techniques à haut débit.
On va extraire des paramètres qui se trouvent dans la trace numérique de l'image. Il y a à peu près plus d'une centaine de paramètres qu'on peut analyser, les contours, la densité, la luminosité, que parfois nous, on ne peut pas voir à l'œil nu, mais que ces techniques peuvent identifier. Et on va les combiner avec des données cliniques, des données génomiques, ce qu'on appelle maintenant les multiomiques, la protéomique, la métabolomique, voilà, tout ce qui est facteur de prolifération cellulaire. Et on va pouvoir essayer de créer des cartes d'identité de ces nodules. On va essayer de faire des biomarqueurs cellulaires. Donc ça va nous donner des facteurs pronostiques et prédictifs de certaines thérapeutiques ciblées. Donc ça, c'est un petit peu la prochaine évolution dans l'imagerie médicale. Merci beaucoup Barbara. On va laisser Et Barbara, est-ce que tu as du recul sur le côté prédictif? Est-ce que tu as, par exemple, c'est affreux, mais des femmes à qui tu avais prédit un cancer et finalement c'est arrivé? Oui. Que tu as vu 2 ans, 3 ans, 4 ans après, oui. Oui. Bon. Mais après, il y a de tout. Il y a tous les cas et tous les cas de figure en sémiologie. Alors, on va donner la parole à Alban. On fait fille garçon, hein. Donc, Alban Haro, vous êtes donc directeur de la stratégie social data et intelligence artificielle chez Servier. D'accord. Vous êtes un petit peu spécialiste de data, de la médecine translationnelle, de l'optimisation des modalités thérapeutiques. Vous êtes chimiste, c'est ça, de formation? C'est ça. Chez Servier depuis quelques années. Comment l'industrie pharma a-t-elle pris le train de l'intelligence artificielle? Alors, c'est une très bonne question, merci Fabien de me la poser. Et je voulais dire également à Valérie que j'étais relativement jaloux, puisque j'ai fait exactement la même requête à ChatGPT pour savoir si la stratégie qu'on menait chez Servier avait un intérêt, et j'avais un comité qui présente en fait l'intérêt. J'ai eu que 5 lignes de réponse. Donc du coup, un petit peu déçu, mais... Ouais, c'est ça exactement, mais qui résumait quand même au final bien la situation, et notamment qui s'articulait sur, on va dire, 3 gros aspects qui étaient la découverte en fait de médicaments, bien sûr, forcément, il n'a pas forcément été hyper innovant en disant ça, le côté médecine de précision et le côté études cliniques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, et là où on imagine pouvoir avoir un bénéfice d'un point de vue temps de mise sur le marché, probabilité de succès également de nos projets et efficacité, c'est principalement les phases de recherche, les phases très en amont, où il y a vraiment un gain de temps qu'on peut espérer, un vrai retour sur investissement que l'on peut espérer. Aussi, pour répondre à votre question, Fabien, la vraie révolution au final, et pour faire écho à ce que vous disiez Emmanuel, notamment sur le côté data, je pense que la vraie révolution, en tout cas, dans une entreprise comme la nôtre, c'est cette centralisation de la donnée, l'accès à la donnée. Une donnée qui était fragmentée il y a encore quelques années se retrouve au même endroit, utilisable, réutilisable, une donnée agnostique. Et ça, c'était pas le cas auparavant. Moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est un des premiers maillons de la révolution. Le deuxième maillon qui va avec, c'est quelque part l'état d'esprit de nos chercheurs. Un chercheur, en fait, qui pense que sa donnée est utilisable que dans son projet, n'a pas forcément compris que sa donnée pouvait être utilisable dans d'autres projets et qu'il pouvait bénéficier des projets de son voisin pour améliorer son projet. Aujourd'hui, on est véritablement dans ce genre d'approche. Donc il y a des étapes d'acculturation et avec parfois des plateaux où on se décourage un petit peu, mais en fin de compte, on voit qu'il y a quand même une évolution et qu'on arrive à gagner justement cette culture et à gagner en fait sur cette prise de conscience que la donnée. On entend souvent que c'est l'or de l'entreprise, mais en fait, clairement, c'est l'or de l'entreprise. Sinon, on ne mettrait pas des centaines et des milliers d'euros pour en acheter. Donc, c'est bien que c'est quelque chose qui est cher aujourd'hui. Et la donnée qu'on génère, autant justement déjà la valoriser avant toute chose. Donc, deuxième point de révolution. Et en fait, après, au final, on parle toujours de l'intelligence artificielle comme étant un peu le mot magnifique derrière lequel on met tellement de technologies, derrière parfois lequel on se fourvoie sur des technos qui ne sont pas forcément de l'IA et qui permettent de bien faire le travail qu'on souhaite faire pour faire parler la donnée. Et en fin de compte, cette couche IA, aujourd'hui dans nos équipes, elle commence à envahir, on va dire, les équipes de chercheurs.
et d'assister les grosses phases qui sont assez compliquées, qui sont l'optimisation de nos modalités thérapeutiques. Donc, vous parliez de ce terme-là, Fabien. Les modalités thérapeutiques, aujourd'hui chez Servier, on travaille 3 types de modalités thérapeutiques. Les petites molécules, qui sont usuelles depuis quand même un certain nombre d'années, les anticorps et également en fait, les antisens oligonucléotides. Et pour chacune de ces 3 modalités thérapeutiques, il y a un temps énorme à passer pour les optimiser, pour les choisir, pour les filtrer. Donc parfois on va utiliser de l'intelligence artificielle, parfois ça va être simplement des tris en fait, de nos séquences. Et là typiquement il y a vraiment un gain de temps et un gain dans la qualité des composés qu'on va avoir dans les phases à venir et quand même qui vont être un peu le socle de nos médicaments qu'on va passer en clinique. Alors, pour résumer un petit peu l'intelligence artificielle, c'est l'algorithme et les données. On a vu tout à l'heure avec Emmanuel Bacry que la donnée était intéressante au niveau évidemment des quantités, mais aussi des qualités, de l'accessibilité aux données. Est-ce que l'industrie pharmaceutique n'est pas un peu frustrée quand cette accessibilité aux données, aux data? Il y a une frustration forcément de la part de nos chercheurs, je pense à certaines personnes notamment avec qui je collabore au quotidien, forcément qu'il y a une frustration, mais j'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers des jours bien meilleurs, justement, grâce à la techno, clairement, n'ayons pas peur de le dire, sur les techno cloud, vers lesquels on imagine avoir un accès entre guillemets facile. Donc, et notamment qui permettront de gommer cette frustration. Aujourd'hui, elle est encore là, mais j'ai l'impression, peut-être que je suis optimiste, mais je pense qu'elle disparaît petit à petit. Alors juste pour info, donc Servier maintenant se dirige vers quel domaine thérapeutique, vers quelle spécialité? Principalement en fait l'oncologie, et donc notamment forcément l'accent est porté sur l'oncologie, avec un gros point de départ en fait sur l'aire thérapeutique, voilà, qui était peut-être plus avant-gardiste à un moment donné, qui est l'immunoinflammation et la neurologie, et avec lesquels justement déjà des plateformes ont été développées, notamment en fait des plateformes, on n'en a pas parlé, mais qui nous permettent d'identifier les cibles de demain. Et on est déjà dans de la médecine de précision quelque part, d'identifier la bonne cible pour la pathologie donnée. C'est déjà avant toute chose quelque part d'être plus précis dans la manière d'adresser une pathologie. Donc exit la cardio que vous avez tant... C'est cardio qui parle. Merci beaucoup Alban. On va donner la parole à Agathe Arlotti. Agathe. Bonjour. Donc vous êtes senior vice-président et responsable des affaires publiques chez Okin. Okin c'est une medtech. Alors moi je suis vice-présidente des partenariats académiques. Donc je suis vraiment en charge de l'accessibilité des données et de la relation qu'on crée avec les établissements de santé, les hôpitaux, les centres de recherche. Et ma question clé c'est comment est-ce qu'on accède aux données des patients. La typologie des données sur lesquelles on travaille est vraiment, on recherche la multimodalité. Donc la spécificité d'Okin, c'est de savoir travailler sur des données cliniques, des données d'histologie, des labs de biopsie, des radios aussi, et des données moléculaires. Donc de plus en plus de l'ADN, tous les uniques, de l'ADN, de l'ARN et des technologies de pointe comme le single cell, voire le spatial transcriptomique. Donc comment est-ce que spatialement on va visualiser l'expression génétique. Et nous, c'est vraiment notre enjeu, c'est comment est-ce qu'on intègre l'ensemble de ces multimodalités pour accélérer la médecine de précision au bénéfice du patient. Donc Okin maintenant a été créé il y a 6 ans par un médecin, hématologue, Thomas Clausel, et Gilles Benrib, donc un professeur en IA. Et leur idée, c'était comment est-ce qu'on peut désiloter la recherche pour accélérer. Et c'est tout l'enjeu d'Okin. Aujourd'hui, on est une start-up scale-up de déjà 270 personnes. Il y a une centaine de data scientists, donc vraiment des spécialistes sur développer des modèles d'intelligence artificielle. Et puis il y a plein d'autres gens autour, comme moi, qui leur fournissent l'accès à la data de différents hôpitaux dans le monde entier. Donc moi j'ai une équipe en Europe et aux US principalement. Et l'enjeu c'est comment est-ce qu'on négocie l'accès à la data. Il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux de qualité de la data, il y a des enjeux d'interopérabilité. Il y a souvent un enjeu sur bien connaître la qualité de ce qu'on possède. Donc souvent on se rend compte que les établissements ont une méconnaissance, qu'il y a plein de données qui sont dormantes. Il y a plein d'échantillons qui sont dormants aussi et qui sont très sous-utilisés. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est de les aider à bien valoriser leurs données, donc les mettre en qualité, les rendre accessibles, générer des nouvelles données, parce que souvent il y a des petits morceaux et puis il nous en manque un crucial, par exemple une donnée moléculaire, que nous on peut générer.
Et une fois qu'on a un jeu de données de qualité, on va faire ce que vous avez évoqué les uns les autres, donc développer des modèles d'IA pour, dans un premier temps, identifier des biomarqueurs. Donc ça passe par caractériser des sous-populations avec des répondeurs ou des non-répondeurs à certaines questions. Une fois qu'on a des biomarqueurs, on peut peut-être les transformer en outils diagnostiques. Donc aujourd'hui, chez Okin, on a 2 outils diagnostiques. Un en cancer du sein sur la prédiction de la rechute, qu'on a développé avec Gustave Roussy, et un autre en cancer du côlon, pareil, qu'on a développé avec des institutions. Et puis, on s'oriente aussi vers l'identification de cibles. Donc ça, c'est un de nos gros enjeux. On le fait pour des partenaires pharmaceutiques, en cardiologie, en oncologie, en immunologie, et on développe aussi en interne notre propre pipeline pour avancer avec nos propres atouts. Une autre de vos actions, c'est notamment sur les essais cliniques, que vous optimisez. On sait qu'un essai clinique, c'est long, c'est coûteux, c'est risqué, notamment dans les transitions de phase. Vous, grâce à l'intelligence artificielle, vous arrivez donc à raccourcir ces délais, à les rendre plus efficaces? Tout à fait. Il y a une première partie qui est dans l'optimisation de la population d'intérêt. Donc comment est-ce qu'on peut mieux caractériser un sous-type et identifier une population plus précise qui peut permettre de mieux cibler l'effet d'une molécule. Et il y a un autre enjeu qui peut être de réanalyser certaines données, certains résultats, par exemple en créant des bras de contrôle externes. Donc comment est-ce qu'on peut apparier différemment certains témoins pour réanalyser les essais et mieux préciser les effets avant de lancer d'autres phases pour confirmer certains résultats. Alors, dans des essais cliniques, évidemment, il y a une quantité d'une population définie, un nombre de gens. Vous, grâce à l'intelligence artificielle, avec une même quantité de même population, vous arrivez à optimiser, est-ce que vous arrivez à cibler un peu plus les patients? Tout à fait. Et ça passe beaucoup par la définition du groupe témoin et de comment est-ce qu'on va réanalyser certains résultats pour mettre en avant certains effets qui ont été sous-estimés et donc réanalyser correctement au sein des essais cliniques ou faire une recommandation pour un deuxième essai futur sur une population plus précise. Donc à l'origine le médicament du futur? On l'espère. Merci. Donc on va terminer avec Maximilien Lévesque. Bonjour à tous. Si je retrouve ma feuille. Donc Maximilien, vous êtes le CEO et le fondateur de Akemia. Exactement. C'est bien ça? Voilà, donc vous êtes, vous non plus, vous n'êtes pas médecin, tant pis. Non, Vous êtes, pardon? Docteur, mais pas médecin. Bien sûr, vous êtes ancien chef de groupe de CNRS, non? CNRS Paris. Voilà, donc vous avez parlé avec Macron récemment dans Vivatech sur l'impact de la Deep Tech en santé. Et vous êtes arrivé évidemment en Ferrari, parce que vous venez de lever 30 millions d'euros l'année dernière. Si, bravo. Je viens en vélo. Vous venez en vélo? Alors, Akemia, c'est un laboratoire. C'est injuste. C'est beau quand même d'avoir levé 30 millions quand même d'euros. On en est très fiers, mais c'est le pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire avec et dont on est très fiers en fait. Chercher des médicaments. Quel gâchis, d'accord. Donc Akemia, c'est un laboratoire pharmaceutique, c'est bien ça? Pas comme les autres, pas comme les autres. Je ne sais pas si on peut dire laboratoire pharmaceutique, mais j'aimerais commencer par dire que le professeur Toledano m'a touché en plein cœur tout à l'heure, parce que je suis un ancien chercheur, donc j'étais à Normal Sup au CNRS, je travaillais à Oxford et Cambridge avant, je faisais des maths, de la physique quantique. Et en fait, il y a 4-5 ans, donc oui, il y a des figures de Normal Sup que je reconnais, mais il y a 4-5 ans, j'ai eu l'opportunité de me rendre compte qu'une équation que j'avais réussi à résoudre, sans intelligence artificielle du tout, en servant des maths analytiques, pouvait me rendre utile à quelque chose. Vraiment, et ce quelque chose, c'était peut-être participer à trouver des médicaments et in fine à soigner des gens. Alors je sais que j'ai l'air très naïf quand je dis ça, mais c'est très vrai. Je faisais des maths formelles pour de la mécanique quantique, je travaillais pour vous, j'étais fonctionnaire, et puis ce prix, et une boîte américaine, un leader mondial de la recherche de médicaments, vient me voir et me dit: est-ce qu'on peut racheter ta techno? Comment ça? Ça peut être utile à trouver des médicaments, cette techno. Et d'où mon grand plaisir d'être ici aujourd'hui, à parler, entendre, écouter des médecins, des professeurs du Technion spécialisés en IA pour la santé, etc. etc. Alors vous, c'est plutôt l'association entre l'IA et la médecine quantique. Et la physique quantique, et la physique quantique. Et ce qu'on fait, c'est assez simple à dire, c'est très difficile à expliquer. Parce que même si le niveau d'assistance est assez élevé, il n'y a pas que les IA. Et vous êtes taquin avec moi. En fait, expliquez-nous c'est super simple en quelques mots la physique quantique. HEC égale aussi, super. Non, alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les chimistes
qu'ils soient chez Akemia ou chez Servier ou chez Sanofi ou Janssen, pour dire les collaborations dont je peux parler, on les aide à faire une tâche titanesque qui est de trouver des médicaments. Et si je peux juste vous dire, parce qu'en fait je pourrais dire Akemia, répéter et puis faire de la pub, et c'est pas le point, pour que ce soit utile et intelligent pour tout le monde, je peux vous dire comment moi j'ai compris le drug discovery et pourquoi c'est extraordinaire de difficulté. C'est qu'en fait un chimiste, il part justement parler de cibles thérapeutiques tout à l'heure. Voilà, c'est des grands mots, des grands trucs, pour dire on est 50 à Paris, on est 30 millions et on fait de la recherche de médicaments. Mais en fait, le chimiste, il parle de la cible thérapeutique, c'est-à-dire la protéine dans le corps qui est à un moment responsable de la maladie. Et en fait, le travail du chimiste, c'est de trouver cette petite molécule qui va être, en fait, ce qu'on appelle le principe actif. Actif, ça veut dire qu'il vient se coller contre la protéine responsable de la maladie, et en se collant, il l'empêche de jouer son rôle dans la maladie. Bref, il soigne la maladie. Et en fait, la tâche titanesque, c'est qu'une fois qu'on a cette cible thérapeutique, le nombre de candidats médicaments potentiels, il est le même que le nombre de grains de sable sur Terre, y compris en dessous des océans. 10 puissance 18. Et donc le chimiste, à la paillasse, même s'il travaille dans un immense laboratoire pharmaceutique, il va devoir trouver les quelques centaines à milliers de molécules qu'il va synthétiser à la force des bras pendant. Ça va lui prendre 3 semaines. Synthétiser une molécule. On va faire travailler plein de monde ensemble, ça va faire 1000 molécules à la fin du projet. 1000 molécules qui sont 1000 grains de sable choisis quelque part en dessous, dans un océan ou sur la plage de Biarritz ou de Saint-Malo ou de Hawaï. Quelles sont les 1000 molécules que je vais synthétiser en espérant que dans ces 1000, il y ait le candidat médicament qu'on va ensuite tester sur l'homme et en espérant que ce soit efficace pour soigner tel type de cancer, etc. etc. Donc, tout ça pour dire, c'est une tâche titanesque que j'ai découvert avec grand plaisir il y a 3 ans. Et ce qu'on fait chez Akemia, ce que font les 50 personnes, bientôt 100, etc., ce qu'on fait, c'est littéralement aider du mieux qu'on peut les chimistes à choisir les bonnes molécules, à synthétiser et à tester. Et ça, on le fait. Alors ensuite, je peux parler de techno, ça a été toute ma vie quand je travaillais pour vous au CNRS que de faire de la techno, mais ce qu'on fait, c'est de l'intelligence artificielle qui se nourrit non pas de data qui auraient été accumulées par le passé, parce que pour une nouvelle cible thérapeutique, il n'y a pas de data, elle est nouvelle en fait. Donc en fait, vous n'utilisez pas les data, vous les créez? On les crée avec de la mécanique quantique et de la physique statistique. Exactement, alors en fait vous avez tout compris. Moi ça veut dire que j'ai été clair, je suis content. J'avais révisé. Donc en fait, vous aussi, ce sont les médicaments de demain, mais vous, oui. Est-ce que vous avez vos propres pipelines? Vous collaborez aussi avec la pharma? Oui, les deux. Les deux. La pharma parce qu'ils ont des sites thérapeutiques dont personne n'est au courant. Donc des projets de recherche de médicaments incroyables. La pharma parce qu'ils savent faire de la recherche de médicaments en fait. Donc, nous on apprend. Et puis en vrai, il y a des moyens extraordinaires qui sont déployés dans la durée. Faire de la recherche de médicaments, alors là je dis devant des gens, j'ai vu des gens de chez Servier par exemple, j'espère que ça va coûter entre 1 et 2 milliards et prendre 10-12 ans. L'expérience accumulée, parfois en faisant des erreurs, mais l'expérience accumulée, d'avoir vu des dizaines de projets de recherche qui ont coûté si cher, ont pris tant de temps, tant de sueur, tant de gens qui sont échinés à trouver ces molécules qu'on va devoir synthétiser, pour nous c'est extrêmement précieux. Donc on le fait, mais le principal de notre activité, c'est de travailler à nos propres projets de recherche de médicaments. On a 12 projets en cours. Sur ces 12 projets, l'immense majorité sont en oncologie et immuno-oncologie, c'est-à-dire comment on fait pour être utile dans Akemia, essayer de trouver des solutions pour des gens qui ont des cancers. Heureusement que Joachim travaille un peu en cardio. Merci Joachim. Donc le ternium, on a parlé tout à l'heure des data, évidemment c'est la quantité mais aussi la qualité. Comment on fait pour fiabiliser un petit peu ces données, Joachim? Merci. Et on travaille avec des collaborateurs assez différents et variés, hôpitaux, plus récemment caisse de santé en Israël. Et donc comment on fait pour fiabiliser ces données? Eh bien, on les extrait, on fait des analyses, on fait des tests sur les données brutes. En particulier, on regarde la quantisation de ces données de manière précise pour savoir si elles sont à une résolution utilisable. En premier lieu, quel device
ont été utilisées pour les enregistrer. Ça c'est pour les données brutes à proprement parler. Mais pour ce qui est des endpoints, pour ce qui est des données cliniques qui accompagnent ces données non structurées, telles que les images et les signaux, eh bien ça c'est plus compliqué. C'est aussi compliqué. Certaines informations sont disponibles au niveau des hôpitaux. Certaines informations ne sont pas disponibles au niveau des hôpitaux. Donc pour arriver à créer des bases qui sont multimodales, qui ont les données brutes et les données patients sur le long terme, il faut parfois travailler avec plusieurs partenaires, ce qu'on a commencé à faire sur un gros projet dans mon laboratoire, où on travaille bien avec des caisses de santé, avec un hôpital et avec le ministère de la Santé en Israël. Donc on travaille directement avec le ministère sur le cloud du ministère et on rassemble ce puzzle pour bien avoir et les données brutes et toute la vie clinique du patient. Encore une fois, tout ça dépend du projet, mais voilà, les parties du puzzle sont en général disponibles, difficiles à assembler et à rassembler au même endroit. Alors, on parle beaucoup de cybersécurité en ce moment. Le Technion, c'est un grand établissement. Israël n'a pas que des amis, tout le monde le sait. Comment ça se passe au Technion? Alors, déjà... Israël est spécialiste aussi de la cybersécurité, on sait que c'est un pays spécialiste de la cybersécurité. Ouais. Oui, historiquement, le Technion et puis Israël a beaucoup fait d'avancées dans le domaine de la cybersécurité. Pour ce qui touche aux données médicales, encore une fois, il y a plusieurs options qui sont disponibles, entre guillemets. Déjà, toutes les données sur lesquelles on travaille sont anonymisées ou pseudo-anonymes, donc on n'a pas accès aux informations personnelles patients. Ça, c'est le numéro 1, quelle que soit la modalité de partage. Ensuite, pour là où les options de partage, parfois on arrive à avoir les données sur nos serveurs. Par exemple, des collègues au Brésil m'envoient sur le Google Drive les données, les enregistrements. Et d'autres pays ont des régulations beaucoup plus lourdes, auquel cas on met en place des méthodes de transmission, SPP ou autres pour ceux qui connaissent, pour les transmettre ces données de manière plus sécurisée. Et pour les données encore plus sensibles, telles que celles que j'ai mentionnées, multimodales, avec toute la vie clinique du patient, là on travaille sur des clouds fermés, on n'a même pas Internet ou quoi que ce soit, on rentre en gros dans un coffre-fort dans lequel on travaille. Ça c'est pour les données les plus sensibles, telles que le projet auquel j'ai fait allusion. Et très très bien. Et ben on va passer aux questions si vous en avez. Juste avant un petit mot pour notre maître à tous, Daniel Cohen, grand généticien pour l'éternel, qui a été le premier à décoder le génome humain, d'accord, et qui lui a parlé de l'intelligence artificielle quand on était en culotte. Sans te vieillir. Une remarque. Oui. Parce que j'ai beaucoup apprécié le discours de M. Toledano et de Pancras. Oui. Une seconde, hein. Tu peux remercier Alain puisqu'il t'a cité tout à l'heure. Merci. Donc, M. Bakri et Toledano, les deux ont mis l'homme au milieu, l'humain, c'est très important. Et juste, je voulais vous dire juste un titre de réflexion, deux remarques. Une historique, c'est quand j'ai commencé en 90, j'ai commencé à engendrer des big data. Big data. C'était une horreur. On était accusés d'être des idiots. On ne ferait pas de science, parce que ça veut dire qu'on ne connaît pas de questions. On a dit, mais c'est comme ça, si on veut faire la science, il faut faire des big data. Et ensuite, évidemment, l'intelligence artificielle est venue, même à l'époque quand on en parlait, vous en parliez, Madame Coutard, ça va remplacer l'homme est plus supérieur à ça. Bref, on a eu que des problèmes. Et ensuite, j'ai proposé la médecine personnalisée avec mon patron, avec José, il y a pas de temps, 10, voilà, on va caractériser les patients qui répondent pas, etc. Une horreur. Les industriels nous ont dit, comment vous allez couper mon marché, au lieu de donner ma molécule à 2 millions de personnes, je vais la donner qu'à 100 000. Comment je vais faire? Alors, première remarque, vous voyez comme les choses changent. Parce que l'industrie, non, c'est absolument pas ça, elle a raison. Mais du coup, j'ai passé des années à réfléchir, bon, puisqu'ils n'en veulent pas, comment je peux faire, ne pas faire de médecine personnalisée. Est-ce que l'IA
va pas nous, au contraire, nous apprendre à éviter de personnaliser, parce que si on personnalise un médicament par personne, ça n'est pas gérable. Donc ma question, comme ça un petit peu culottée, c'est de vous dire, est-ce que l'IA ne peut pas éviter la médecine personnalisée? Et à un moment donné, les chemins vont se rejoindre, on aura des espèces de panacées qui vont guérir quelques médicaments, beaucoup de maladies, et on personnalisera un petit peu moins pour être plus grand. Alors voilà, ça c'est la remarque que je vais faire à la question que je vous ai posée. C'est une fausse question peut-être. Hein. Non, c'est super intéressant. Il y a une startup qui s'appelle Oracle qui présente, qui sera là tout à l'heure, voilà. Il y a des éléments de réponse, Gustave. Moi, mon élément de réponse, c'est que la question en fait qui est derrière ça, c'est quoi la bonne cible thérapeutique en fait. C'est quoi la cible thérapeutique qui est à la fois commune à assez de gens pour qu'on puisse passer, je suis désolé, je vais être très très concret, 10 ans à essayer de craquer, trouver le grain de sable pour aller bloquer cette cible thérapeutique, parce que quand on fait ça, on ne va pas trouver le grain de sable pour la cible thérapeutique d'à côté. Donc comment est-ce que je trouve la cible thérapeutique qui est assez spanneuse d'assez de patients, et en même temps comment je ne mets pas de côté les patients résistants, et je pense, et donc tout ça pour dire, je ne vais pas avoir l'air aussi intelligent, je vais juste dire qu'il y a des outils, alors on n'en a pas chez Activia, mais je crois qu'il y en a chez Oki par exemple, qui permettent de mieux identifier les bonnes cibles thérapeutiques. Par exemple, Oracle développe des organoïdes. Comment est-ce qu'on fait pour aller voir c'est quoi cette cible commune à tous les patients résistants? Est-ce qu'il y a de l'IA qui peut ensuite aller analyser cette data et faire ressortir quelque chose que la petite stat à la main aurait pas vu? Bon, c'est pas très mal. Mais c'est très sincère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions un peu plus concrètes ou plus abordables? Bon. Il y a une question là. Ah. Moi, la question, elle s'adresse à Joachim, qui est spécialiste du sommeil à l'Hôtel Dieu. Et je voulais savoir où tu en étais dans tes recherches d'IA sur l'apnée du sommeil. Est-ce que dans tes recherches, tu penses que tu vas supplanter la polysomnographie dans l'enregistrement de sommeil de référence? Merci pour la question, très précise. Ça fait 10 ans que je travaille sur l'un de mes projets et effectivement le diagnostic de l'apnée du sommeil à partir d'un wearable ou d'un dispositif portable avec une channel au lieu de plusieurs, c'est ce qu'ils ont utilisé en polysomnographie traditionnelle. Il y a 10 ans, j'ai identifié que le signal qui m'intéressait le plus, c'était l'oxymétrie. Beaucoup de gens ont travaillé dessus. Plusieurs papiers ont été publiés depuis ces dernières années. Et puis récemment, avec un appui brillant de notre laboratoire, Jérémy Lévy, nous avons travaillé et comparé nos modèles de deep learning, nouveaux modèles, avec ce que nous avions fait avant, ce qui existe, et nous avons prouvé de manière, donc sur des données rétrospectives, utilisant des bases, 6 bases qui cumulées représentent 15 000 patients, que nous pouvions diagnostiquer l'apnée du sommeil de manière très précise. On doit rater à peu près 0,3% des cas modérés et sévères. Donc on est au point où j'ai confiance vis-à-vis de nos résultats, sur la faisabilité, et on commence des essais cliniques. Ce mois-ci, on vient de signer avec un truc plutôt israélien pour faire des essais. Donc je pense que c'est possible. Je pense qu'on a prouvé sur les données rétrospectives qu'on y arrive. Et maintenant, il faut faire la preuve prospective que nous avons. Outre le diagnostic de l'apnée au sens traditionnel, se couple un certain nombre de biomarqueurs que l'on veut aussi développer, cardiovasculaires, c'est-à-dire que diagnostiquer l'apnée, je parlais avec l'ancien président du Technion de Pérez-Levy il y a quelques semaines, un homme brillant, ce que certains peut-être ont eu l'occasion d'entendre, et qui me donc disait que
que le diagnostic basé sur cet index unique qu'on appelle AHI, et ça c'est quelque chose qui est propre probablement à la plupart des domaines médicaux, n'est pas suffisant. Et donc il faut étudier aussi quel est l'effet de la maladie sur le patient, sur son cardio, voire autre, pour pouvoir décider s'il faut le traiter ou pas, au vu bien de l'encombrement que représente le CPAP comme traitement chez le patient. Donc on y arrive. J'ai le prototype si ça vous intéresse. Mais on sait que l'apnée du sommeil est un facteur de risque cardiovasculaire. Mais le problème, c'est pas seulement le diagnostic, c'est aussi le traitement. C'est vrai que le traitement de l'apnée du sommeil, c'est assez lourd pour l'instant, quand on parle de PPC. Est-ce qu'on peut imaginer une amélioration du traitement, sa miniaturisation ou d'autres procédés? Alors je dirais que, bon déjà, nous on touche au diagnostic au laboratoire. Maintenant, de manière générale, il existe plusieurs types de traitements pour l'apnée du sommeil, dont le CPAP qui est le principal, mais il y a aussi des applications dentaires et des tests d'avancée mandibulaire. Voilà. Des opérations chirurgicales aussi. Donc beaucoup de gens font des travaux intéressants et qui, je pense, amélioreront les méthodes de traitement des patients avec l'apnée du sommeil. Il y a aussi beaucoup de patients qui ont l'apnée du sommeil dit positionnelle, donc qui l'ont essentiellement quand ils dorment sur le dos. Et donc un certain nombre d'entreprises, dont Philippe je crois, développent des appareils qui vous apprennent à dormir sur le côté pour réduire l'effet de l'apnée. On aime, on n'aime pas, ça fait partie des options qui existent sur le marché du sommeil. Oui, il y a des médecins qui proposent de dormir avec une batte de tennis dans le dos. C'est la méthode plus historique qui est remplacée par des capteurs un peu vibrants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Je suis Dr Zagouri, je suis CEO d'une boîte d'immuno-oncologie et je viens de passer 20 ans en Chine. En Chine, ils ont des data, ils ont les régulations et ils ont les prix. Qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Parce qu'on voit bien que dans les publications, etc., ça commence à monter. Est-ce qu'on a encore une chance par rapport aux Chinois? Quand je suis un petit peu... C'est du vécu. Alors, Qu'est-ce que tu en penses? je vais essayer de ne pas prendre tout le temps pour moi-même, mais c'est une question intéressante et importante que je me suis posée en tant que jeune chercheur. J'ai démarré il y a 4 ans mon laboratoire et effectivement, vous voyez des publications chinoises avec, on a pris 30 ophtalmologistes, on les a fait ophtalmo, on les a fait annoter nos données. Si j'arrive à en trouver un en Israël qui veut bien passer 300 heures à annoter mes données, je suis content. Et donc, la question est bonne. La réponse que j'ai trouvée, c'est qu'il faut être suffisamment innovant. C'est-à-dire, on ne peut pas se battre sur la quantité de personnes et de data, on peut se battre sur l'innovation. J'avais une question pour vous. Vous indiquez que l'intelligence artificielle vous a permis d'aller un peu plus loin dans des images qu'à l'œil nu vous n'arrivez pas à voir. Et vous avez expliqué qu'ensuite, une fois les biopsies faites, vous corréliez ça avec la génomique, tous les omiques. Non, c'est pas tout à fait ça en fait. C'est une nouvelle idée. Non, les radiomiques c'est autre chose. On ne les utilise pas encore en pratique. Ça va arriver dans le futur. C'est des choses qu'on va pouvoir analyser à travers l'image avec des techniques de modeling et qu'on va pouvoir après croiser avec les données histologiques, cliniques. Ça commence à arriver dans les algorithmes, mais c'est pas encore en pratique sur le terrain. Oui, ça c'est ma question. C'est-à-dire comment les labos privés, qui sont quand même, vous avez beaucoup de volume, vous expliquez que vous avez beaucoup de patients. Oui. Du coup, vous allez pouvoir gérer en même temps des données biologiques. Alors pour l'instant, c'est pas nous. Comment ça va s'organiser? Pour l'instant, ça c'est pas encore. C'est pas une question sur le modèle économique en fait de ça. Ah bah alors, comment ça peut moi marcher? je suis dans le modèle plutôt médical. Non, là, ça va faire l'objet de publications, d'études, et voilà, c'est en train d'arriver. Par exemple, pour le cancer bronchopulmonaire, pour étudier la nature même du nodule, enfin de la masse qu'on voit nous sur le scanner, on va coupler ça. Quand on va coupler ça avec toutes ces données cliniques et génomiques, on va vraiment créer des nouveaux biomarqueurs. Mais pour l'instant, c'est pas encore. Ça va arriver. C'est dans les tuyaux. Ah. Vous
nous, chez Okin, parce que par rapport aux biopsies en cancer du sein, on commence à avancer. Donc on a un premier outil qui est certifié avec un marquage CE. On commence à s'associer avec des labos d'Anapat. Du coup, pour pousser nos outils et déjà aller sur des validations prospectives, donc c'est développé sur des datas rétrospectives à la base. Il y a un autre niveau maintenant qui est de faire du prospectif. Et puis on passe par ces labos d'Anapat privés pour pousser nos outils et qu'ils arrivent jusqu'à l'oncologue et que lui ait accès directement aussi aux résultats pour qu'il puisse s'en servir dans le diagnostic en direct. Donc on est en train d'aller vers ce cran-là et de raffiner le modèle économique pour que ça puisse vraiment être largement déployé. Les prix en charge. Tout à fait. Mais ça, c'est un long chemin. Alors, il y a une question au fond, allez-y. Je voudrais savoir les IA dont vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Monsieur Fior, CEO de 01 Innovation. En fait, je voudrais savoir les IA dont vous avez parlé, est-ce qu'elles sont boîte blanche, c'est-à-dire auditables, et certifiables par un tiers ou un régulateur? Elles sont certifiées CE ou FDA en général. D'accord, donc un réseau de neurones pour vous et boîte blanche. Elles sont certifiées. Alors, j'ai pas de boîte blanche par rapport à boîte noire. Oui, boîte blanche, boîte noire. Est-ce que c'est explicable? Est-ce que c'est Alors, on est dans les limites de l'intelligence artificielle. Pas toujours explicable, on n'arrive pas, nous, en tant que médecins, forcément toujours expliquer ce qu'il y a dans l'algorithme. On n'est pas des ingénieurs, simplement nous, on le teste sur le terrain. Et on voit qu'effectivement sur le terrain, on a une certaine efficacité et que ça nous permet de vraiment gagner du temps et en précision diagnostique. C'est vraiment une aide au quotidien. Voilà, on ne peut plus faire de la radiologie sans l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. En tout cas pour moi, celui qui ne prend pas le train en marche. Et puis, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que l'intelligence artificielle, pour les radiologues juniors, ça leur permet aussi d'avoir le même niveau d'expertise qu'un radiologue senior. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Allemand. Oui, peut-être pour compléter, en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas forcément non plus toujours dans l'explication. On peut parfois se contenter, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, d'une boîte noire, même si on ne comprend pas en fait l'intermédiaire. Vous citiez les réseaux de neurones, c'est un peu la définition, et je pense que vous pensez à ça. Le réseau de neurones, par définition, est une boîte noire. On a discuté avec mon collègue qui est au fond de la salle tout à l'heure dans la voiture. On n'est pas capable d'expliquer. La question, c'est est-ce que là, vraiment, on a besoin d'expliquer? La réponse, parfois, c'est oui. Dans ce cas-là, il va falloir avoir une alternative directe qui soit explicative. Ça revient à la boîte blanche, versus parfois, franchement, c'est très bien comme ça, on n'a pas besoin d'expliquer et ça suffit un peu. Merci pour la réponse. Merci à tous. Et nous d'ailleurs, en fait, sur les phases de drug discovery où on essaie de comprendre, alors parfois d'optimiser, c'est simplement donne-moi les meilleures molécules, limite les couches intermédiaires, on s'en fiche. Et là, du coup, on sera content d'avoir une boîte noire. Si on veut essayer de comprendre un phénomène, un mécanisme, là effectivement on ne peut pas se contenter de ça, il va falloir aller vers d'autres technologies. Merci à vous, merci à tous, c'était passionnant. J'entends l'autre table ronde déjà au cocktail. On est un petit peu en retard, on va y aller. Je vais quand même donner la parole pour quelques minutes à Didier Carré, le président du G9+, qui va nous dire un mot de conclusion. C'est extrêmement difficile de conclure un si beau panel. Juste quelques mots sur G9+, que vous êtes venus en partie, vous ici, parce que vous le connaissez, mais peut-être pas tous, grâce à cette merveilleuse collaboration avec le TechCam. Vraiment, je suis vraiment très très heureux de cette collaboration. Nous avons beaucoup de plaisir à un tel niveau, c'est formidable. Une chose, c'est que le G9+, c'est le regroupement des clubs numériques de grandes écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, Sciences Po, l'IAE, également Dauphine. Et en fait, l'idée pour nous, c'est de mettre en commun, de partager nos expériences, nos connaissances. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, moi je ne suis absolument pas dans la médecine, vraiment pas du tout. Je m'occupe de réglementation bancaire. Et moi, ce n'est pas des cancers que je cherche, moi c'est des écritures manuelles erronées, pour faire plaisir à mon régulateur et surtout aux actionnaires. Et en fait, je me rends compte que mes problématiques de recherche, d'identification de ces écritures manuelles risquées, ben finalement j'aurais beaucoup d'intérêt à me rapprocher de ce qui se fait en médecine et dans d'autres domaines, et c'est ce qu'on fait au G9+. C'est très pluridisciplinaire,
Et en fait, l'IA, qui va beaucoup plus loin que le machine learning, et on parle de boîtes noires, choses comme ça. Et en fait, moi j'avais tendance à restreindre ça à ce niveau, comme tout le monde. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'IA, ça commençait déjà avec la donnée. Déjà, respecter la donnée, l'identifier, la cataloguer, la partager, parce qu'une donnée qui n'est pas partagée, elle n'a aucune valeur, et la traiter. Et le traitement de la donnée, qui est, en fait, on fait de l'IA finalement, quand on fait un peu de data blending, on fait un peu d'IA finalement, donc je me sens assez fier finalement, moi j'ai fait 2 ans de data blending en bancaire, j'ai fait un peu d'IA quand même. Et maintenant, je commence à regarder la classification automatique, on va regarder les time series, on va commencer, alors peut-être pas du machine learning, je suis pas sûr que ça va nous être très utile, mais on va faire de l'IA, et en fait, on fait partie d'une communauté. Hein, donc G9+, c'est une toute petite partie de cette communauté, et en fait, qui s'élargit grâce à nous. Et en fait, on a des langages communs. Donc, je pense que ça, c'est des très bons ponts. Et j'espère que pendant le cocktail, vous verrez les startups, discuter avec elles. Et puis encore, merci à tout le monde d'être là. Et puis, les prochains événements du G9+, ou partenaires, il y a Sciences Po qui va s'intéresser à la santé et cybersécurité. On en a parlé aussi. Hein, c'est aussi une face importante de la cybersécurité. Et dans le sujet cybersécurité, c'est la semaine d'après, avec Europe Champion Alliance, une association qui a été montée entre autres par le G9+, qui est un écosystème tech européen et qui va parler de cybersécurité et de la compétitivité européenne. Ça, c'est quand même une problématique que l'on a. Et qui organise le 11 mai une journée tech européenne avec 3 axes. Donc pas santé, ça sera la prochaine fois je pense, mais cybersécurité, smart industry et les clean tech, green tech, comme vous voulez. Et qui là, à mon avis, même si, comme moi je suis dans la banque, j'avais pas grand chose finalement de commun avec vous tous, mais en fait si. Donc même, vous êtes dans la santé, vous êtes dans d'autres domaines, venez, parce que je pense qu'on a beaucoup à partager. Eh bien, je vais arrêter là. Voilà, donc merci. Banque plus santé, ça peut être